Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire... Bon, comme toutes les histoires, on va commencer proprement. On va commencer par... Si ça veut bien charger... Il est... du coup... Donc, comme toutes les histoires, elle commence par « Il était une fois ». Il était une fois une chevaleresse qui cherchait une quête où prouver son adresse. Un seigneur la contacta pour rejoindre sa troupe au combat. C'était une bande de joyeux chevaliers dont chacun avait sa spécialité. Le chevalier Hardware était là avant la guerre. Le chevalier Go, sur cette quête, n'était pas nouveau. Le chevalier Fullstack ne manquait pas de technique d'attaque. La chevaleresse Data serait donc le nouveau membre de ce cercle-là. Son expertise était d'ailleurs recherchée, rapport à l'un des monstres qu'elle devait affronter. Un python long de 5000 anneaux qui semblait vouloir leur peau. Chapitre 1. L'état du champ de bataille. Bon, alors... J'ai jamais eu autant de problèmes avec le défilage des diapos. Oui. Donc, retour à la modernité, parce que tout de même, je ne vais pas pouvoir vous parler de termes techniques tout du long avec des vers libres. Donc, on passe sur des mots qui ont du sens. Et donc, quel est l'état du champ de bataille? On a un robot qui s'appelle Nono, comme tous les robots. C'est très important. Nono le robot, il envoie du code dans le cloud. Dans le cloud, on a quelques 4000 lignes de code Python qui enrichissent ces données, qui les retravaillent, etc. Et on affiche ça sur un joli dashboard pour que le client puisse suivre l'état de Nono. Est-ce qu'il va bien? Comment ça se passe? Est-ce qu'il va vite? Est-ce qu'il est arrêté? Est-ce qu'il est en erreur, Nono, d'ailleurs? Et donc, nous, notre problème, c'est les quelques 4000 lignes de code Python. Pourquoi? Parce que ces 4000 lignes, elles ne sont pas optimisées. Elles ne sont même pas découpées, d'ailleurs. C'est un seul gros notebook. Donc, pas hyper pratique. Et l'effet, ça fait que c'est lourd. En plus, il tourne à chaque fois. À chaque fois que Nono envoie « Je suis en vie », les 4000 lignes retournent d'un coup, histoire d'être sûr. Donc, voilà. Et évidemment, si on fait tourner du code à répétition, eh ben, ça coûte des sous. Donc, tout ça fait un ensemble qui fait que, chapitre 2, le premier combat. Comment est-ce qu'on va pouvoir retravailler ce Python pour s'en débarrasser? Et alors, pour ça, on va déjà faire un état du Python en lui-même. Donc, là-dessus, nous avons une optimisation à faire sur le poids du code, le fait qu'il rejoue à chaque fois et le fait qu'il coûte des sous. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va commencer par paralléliser les traitements. Et ça, c'est très simple, il suffit de redécouper le code, etc., de façon à ce que ça puisse se jouer en parallèle. L'autre chose qui va être importante, en plus de le découper et de le rendre lisible, c'est d'optimiser la façon dont les fichiers sont importés. Il se trouve qu'avec le cas que nous, on avait très précis, il préférait recevoir un fichier avec 10 données que 10 petits fichiers avec juste une donnée. Donc ça, forcément, on peut paramétrer un peu l'ingestion pour faire en sorte que ça plaise le plus possible au code Python et qu'on soit au plus proche de ce que lui, il recherche. Bon, là, on a déjà quelques optimisations. Le souci qu'on a, c'est que c'est pas suffisant. Ce que le client aimerait, c'est du temps réel. Et là, ce que nous, on peut lui donner, c'est un code qui touche en 45 minutes. On a quand même réduit de 20% les coûts et on tourne en 45 minutes au lieu d'une heure, mais c'est quand même très 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 loin du temps réel. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Eh bien, à partir de là, on va venir réfléchir à une autre solution. Et donc, les chevaliers étant désemparés, ils firent appel à un mage qu'ils connaissaient. Le mage leur dit, si vous ne pouvez défaire le Python, vous aurez quand même besoin de son venin. Il faut donc trouver un substitut pour continuer votre chemin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour substituer à ce fameux Python? Bon, retour à la modernité, on commence à connaître. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on tournait sur Azure Synapse, qui est un outil de traitement de batch et qui nous coûtait environ 1 000 € par mois, par env.
dev, test, prod. On regarde un peu comment ça se passe et on se rend compte qu'il y a un outil qui serait quand même plus adapté, mais qui change carrément notre paradigme puisqu'on passerait en stream, avec un coût estimé à 100 € par stream par mois. Alors, il y a plusieurs streams par env, donc effectivement, on revient quand même sur une facture qui est assez élevée au bout, mais en réfléchissant un peu, on estime qu'on a besoin de 3 streams par env, donc 300 € par env au lieu de 1000. Ça commence déjà à valoir le coup. Par contre, comme je l'ai dit, ça implique un changement de paradigme entre le batch et le streaming. Et ça va poser plusieurs questions après sur comment est-ce qu'on gère. Donc, batch vs streaming, c'est deux paradigmes très différents. Le batch et le streaming, ça se différencie notamment par le stateful vs stateless. Stateful, c'est Nono le robot est on, on le sait. Nono le robot est off, on le sait aussi. Et quand il est on, on le sait aussi. Donc en gros, on peut suivre tout le parcours de Nono. Et là, il n'y a pas trop de doute, on sait tout. Là où stateless, c'est on connaît l'état qu'à un instant T. Et à lever de main, qui a déjà fait des manèges à sensations type Grand 8, etc., montagne russe, ça parle à tout le monde. Quand on arrive dans la montagne russe, au départ, on est là, on est dans la queue, on se dit pourquoi j'ai suivi mes potes. Après, on monte dedans, on se dit oh là 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 là, qu'est-ce que je fais là. Après, 2 minutes plus tard, en général, on est en mode youpi, ça va vite. Et puis en descendant, bon, on a quand même un peu les jambes qui tremblent parce que ça secouait. Donc ça, c'est le stateful. Vous êtes passé par tout plein d'états quand vous étiez dans votre montagne russe. Le stateless, c'est, vous voyez le petit appareil photo qui prend une photo à un moment exact du parcours et qu'on vous vend à 18 € à la fin. Bah voilà, bah ça c'est le stateless. Ça, lui, il connaît votre état qu'à un instant T de la montagne russe. Et en fait, l'avantage du batch, c'est qu'on pouvait faire du stateful. Donc on savait que Nono était allumé, éteint, allumé, et ça c'est une donnée qui nous intéresse. Si on fait du streaming, on passe en stateless. Et en stateless, eh ben, on ne sait pas exactement l'historique de Nono, puisqu'on travaille en flux. Et nous, on a besoin de savoir quand Nono était éteint. Donc ça, c'est un truc qu'il faut qu'on garde en tête quand on va faire notre archi et notre schéma. Après, il y a un deuxième sujet qui est assez intéressant, c'est celui du stockage. Et donc, base de données vs data lake. Parce que la base de données, c'est dédié à un usage précis et c'est de la donnée structurée. Et en plus de ça, généralement, elle est organisée, elle est dédiée à un but précis, notamment dans notre cas, un site web. Là où le data lake, lui, il va être là pour... c'est le grenier de votre grand-mère, en fait. Vous voyez, il y a un peu tout dans les greniers des grands-parents. Il y a des vieux magazines, qui sont un petit peu datés d'ailleurs et qui ne servent plus à grand-chose, mais ils sont là, on les aime bien, on peut les feuilleter. Il y a le tableau avec une craie, il y a des vieux jeux, il y a des vieux vêtements. Bah, c'est un peu ça, le data lake. On va venir stocker toutes les données d'un projet, voire de l'entreprise, de la donnée non structurée, donc il y a un peu de tout. Elle n'est pas ou peu transformée, et elle n'est pas forcément fiable. Mais on la stocke parce qu'on se dit peut-être un jour j'en aurai besoin. Et donc c'est cette différence entre les deux qui fait que ça va devenir intéressant parce que nous, en fait, une des erreurs qu'on faisait, c'est que avec le Python, non seulement le code n'était pas ouf, mais en plus, on poussait dans un data lake et après on importait tout ça dans une base de données, on affichait le tout. Donc la base de données n'était pas optimisée pour l'affichage sur le dashboard client. Et le data lake, quant à lui, contenait plutôt de la donnée fiable, déjà optimisée, etc. Ce qui n'est pas son objectif. Donc, deuxième chose à prendre en compte dans notre changement de paradigme, c'est comment on va ranger la donnée. Et en plus, dans le data lake, on a dit c'est un ensemble, il y a de tout, etc. Mais j'ai menti, c'est un peu plus précis que ça. En fait, le data lake, il peut être divisé en 3 zones. La zone bronze, la zone silver et la zone gold. Donc la zone bronze, c'est la donnée brute. Nono le robot envoie des données, paf, data lake. On ne se pose pas de questions. La zone silver, c'est la donnée validée. Nono le robot envoie des données. On regarde un peu quel type de données c'est, on se renseigne, etc. Et après, seulement, on met dans le data lake. Et la zone gold, c'est vraiment le caviar du data lake. Attention, on va l'enrichir. Donc, Nono le robot envoie des données. Nous, on se renseigne un petit peu sur Nono le robot via des bases de ref. On vient chercher son identité, etc. Et là seulement, on met les données dans le data lake. Et ça, c'est assez important, cette notion de zone, parce qu'en fait, ça va vraiment définir les sorties de nos streams et comment on va raisonner sur comment on enregistre la donnée. Une fois qu'on a tout ça en tête, eh ben, on va pouvoir commencer à voir à quoi ressemble notre nouveau schéma. Donc on a Nono le robot et on a la base de données qui permet d'afficher sur du coup, le fameux dashboard avec ses jolis graphes et ses informations à la fin.
Alors, comment ça se passe? Nono le robot, lui, il va venir pousser, du coup, comme on avait dit, dans des streams. En fait, ça passe d'abord par un Event Hub, qui est du Kafka déguisé en ressources Azure. Il faut payer cher, mais la techno en dessous, c'est juste du Kafka. Et ces données-là, comme on a dit, zone brute, Nono le robot envoie un message, paf, on stocke ça dans le data lake en zone bronze. Après, on vient transformer et typer la donnée, et donc ça, comme on a dit, c'est de la zone silver. Après, on colle ça dans une Azure Function pour pouvoir aller poser ça dans la base de données. Tout simplement parce que les ASA, ils peuvent simplement pousser en direct Azure Stream Analytics, et nous, ce qu'on veut, c'est quand même garder l'historique des données. On ne veut pas que la dernière donnée, donc on passe par une Azure Function qui, elle, fait de l'insertion. Et là, on a cette petite boucle avec une Azure Function qui revient en arrière. Et ça, c'est pour ce qu'on s'est dit tout à l'heure, le passage stateful, stateless. En fait, notre donnée, elle est stateless. On sait juste que Nono le robot, là tout de suite maintenant, il a dit « Je suis en vie !» Super. Mais nous, on veut calculer le temps pendant lequel Nono le robot, il a été éteint. Donc en fait, on va venir récupérer ce que nous, on a déjà en base de données, et on va mettre un déclencheur précis sur une fonction qui va dire si Nono le robot il envoie un ça y est je suis en vie, on vérifie quand est-ce qu'il a été éteint pour la dernière fois, et là on va pouvoir faire cette petite boucle qui rajoute le calcul, mais vous constatez que c'est une boucle secondaire, donc ça ne m'empêche pas de faire le reste du calcul, ce qui évite l'effet qu'on avait en batch avec le Python où on rejouait tout à chaque fois pour savoir si Nono combien de temps il avait été éteint. Là c'est un petit truc secondaire qu'on ajoute pour rajouter du stateful sur quelque chose qui sans ça était stateless. Et du coup, on a notre zone gold et notre base de données qui sont là, donc optimisées pour l'affichage sur le dashboard. Et la zone gold pour quand même garder ce qu'il y a en BDD, parce que la BDD, bah forcément, on la purge. On n'affiche pas forcément les données depuis la naissance de Nono le robot. Une fois qu'on a tout ce schéma-là, bah, on commence à être pas mal. Donc, notre quête semble terminée. Et ils vécurent heureux, le banquet de fin. Alors, si vous devez retenir quelques petits éléments très basiques de ce talk, on va tout résumer sur une slide, comme ça, pas besoin de prendre des notes, etc. Donc, des coûts divisés par 2 pour chaque environnement, c'est quand même ce qu'on a gagné, et un temps de traitement qui passe de 45 minutes à moins d'1 minute. Objectif quand même atteint, c'est pas mal. Et du coup, qu'est-ce qu'on en retient? On en retient qu'il y a quand même 2 paradigmes dans la façon dont on va importer de la data. On a le batch et le streaming. Et ça, c'est en fonction du besoin. Ce qu'il ne faut pas retenir, c'est qu'il ne faut pas se dire le batch, c'est nul, il ne faut jamais en faire. Parce que ça ne serait pas vrai. Le batch, c'est utile notamment si, a posteriori, vous faites du machine learning sur une grande quantité de données. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'importer votre donnée en direct, vous n'en avez pas besoin en direct. Par contre, si le but, c'est d'afficher un joli petit dashboard très temps réel, très mignon, et bien là, effectivement, il faut peut-être mieux se diriger vers du stream, parce que le batch, ça revient à faire des batchs en temps très très limité, et le résultat, il est moyen. L'autre truc important, c'est comment vous stockez votre donnée. Donc une fois que vous avez choisi entre batch et streaming, en faisant attention au fait que le streaming, il n'aime pas trop le stateful, et ben, il faut se dire, j'optimise, est-ce que j'ai un dashboard qui doit afficher des données? Est-ce que je compile mes données de telle façon, je les utilise pour telle chose? Et donc ça va être bien rangé avec notre bronze, silver et gold, et notre base de données en fonction des besoins. Voilà, voilà. Je suis encore une fois très désolée pour le retard au début. En tout cas, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous expliquer. Donc moi, je m'appelle Juliette Grière, je suis ingénieure chez Soprasteria. Je suis plutôt spécialisée dans la data, même si je ne fais pas que ça, et donc sur des projets IoT. Et là, vous avez 2 QR codes, un pour donner votre avis du coup sur le talk avec le logo du Volcamp, et l'autre où vous pouvez retrouver à la fois l'ensemble des slides et mon LinkedIn au besoin. Voilà. On n'a pas le temps pour les questions, ça c'était prévisible, mais je suis à votre disposition après si vous voulez. Voilà, si on se recroise dans les couloirs et que vous aviez des questions, je serai disponible.